parti. Ok, alors déjà, d'abord merci, merci de nous accueillir. Ben non, mais c'est nous. Alors du coup, voilà, première question, on peut directement entrer le sujet. Donc les Tagada Jones sur 20 ans, vous avez intégré en 93. Décembre 93, ouais. Voilà, donc en 20 ans, qu'est-ce qui, pour vous, est le changement le plus important que vous ayez pu observer, que ce soit... Des rides, on peut dire ça. Les cheveux blancs, la barbe poivre sel. Ouais. Au niveau de la scène musicale, déjà, qu'est-ce qui vous a le plus marqué comme évolution sur ces 20 ans par rapport à vos débuts? Je crois que ce qui change énormément, c'est en fait la législation. Parce que c'est vrai que nous, quand on a commencé, il y avait vraiment possibilité pour les jeunes groupes dont on faisait partie de jouer beaucoup, que ce soit dans les squats, il y avait plein de bars, tout le monde faisait des concerts en fait, tu pouvais aller jouer n'importe où, et on a été jouer n'importe où, on prenait notre camion, et puis on a fait des centaines de dates comme ça au tout début du groupe, ce qui devient maintenant impossible, avec leur putain de législation, pardon, je dis un gros mot, mais effectivement tu te retrouves maintenant à avoir aucun lieu comme ça qui perdure. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les jeunes groupes, ils jouent beaucoup moins et en fait, au bout d'un moment, tu mixes ça à la crise du disque et donc au fait que les producteurs aient arrêté de produire plein de jeunes nouveaux groupes. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où des jeunes groupes, il n'y en a presque plus. Alors, effectivement, pour les groupes qui jouent depuis longtemps comme nous, ça donne quoi? Ça donne qu'on joue de plus en plus. C'est-à-dire que on se retrouve cette année, on a sorti l'album en février, on est déjà en janvier, on aura déjà fait 100 dates, tu vois, on se retrouve à jouer beaucoup de plus. Mais sûrement du fait que voilà, il y a de moins en moins de jeunes groupes et tout ça c'est lié à la conjoncture et puis je crois tout simplement à la politique qui a voulu un petit peu mettre trop cadré tout ça alors que la musique à la base c'est quand même fait pour t'énurer, c'est comme des pratiques amateurs si tu veux. C'est comme si d'un seul coup on disait bon maintenant si vous voulez faire du foot les gamins ça va être faut être salarié direct dès 7 ans, blam, allez un contrat, ça marche pas comme ça quoi. Et en fait ça a un petit peu cassé le système, donc je trouve que c'est l'énorme différence qu'on peut vraiment noter. Et puis après, peut-être les styles, parce que forcément, nous on a commencé, c'était vraiment la fin de l'alternative française, c'est ça qui, nous en tout cas, nous a donné envie de faire de la musique à Tagada. Et puis les modes changent un petit peu et fluctuent, mais voilà, je pense que c'est plutôt le cadre global qui a beaucoup évolué. Ouais. Du coup, par rapport aux luttes des intermittents qui ont pu se produire les derniers temps, vous vous positionnez comment? Nous, on est intermittent depuis 17 ans, donc... Nous, les prolos d'intermittence, on va dire, donc finalement, les lois, là, ça ne concerne pas vraiment, puisque... Pas sauf s'ils arrêtent l'intermittence. Ah bah, s'ils arrêtent l'intermittence, ouais, c'est sûr. ouais. Si on a l'extrême droite au pouvoir dans 3 ans, c'est sûr et certain que... Oui, là, de toute façon... Déjà, des concerts, il n'y en aura plus beaucoup non plus. Je pense que par rapport à ce que vous faites, vous risquez d'avoir des petits soucis. On est un jour en Belgique, on va s'expatrier, et puis de temps en temps, on viendra faire un concert clandestin en à la France. frontière. On fera des infoline, ouais, non mais ce qui est quand même dingue, notamment par rapport à l'intermittence, là, c'est que même dans ces réseaux-là, moi je me rappelle, j'avais été il y a quelques années, il y avait vraiment eu pareil, beaucoup de réunions parce qu'ils voulaient changer la législation sur l'intermittence. Moi j'avais été dans les réunions CGT et ils ne parlaient que des mecs qui sont pas intermittents comme nous, c'était que des mecs qui étaient intermittents chez nous à France 3, des mecs qui sont intermittents au théâtre, à l'opéra, les mecs qui roulent sur l'or déjà et qui en fait c'était des emplois complètement déguisés et c'est eux qui menaient toute la lutte de l'intermittence. On s'est dit putain on n'a rien à voir avec ça en fait et au final ils ne parlaient que d'aller boycotter, bloquer les festivals. Je dis mais c'est n'importe quoi bloquer les festivals, vous allez mettre des petites assos dans la merde parce que finalement elles ont investi beaucoup d'argent pour monter le festival, les gens vont le festival ne pourra pas avoir lieu et c'est un petit peu comme couper la branche sur laquelle on est assis quoi. Et c'est ce qui s'est passé sur plusieurs festivals, voilà, c'est souvent comme beaucoup de choses un petit peu décalé et les vrais gens qui ont besoin d'intermittence, moi je pense que c'est des gens qui sont sur la route tout le temps et puis eux, comme nous, on n'a jamais notre avis en fait finalement. J'espère que le statut pourra perdurer parce qu'on a quand même vraiment beaucoup besoin et c'est un atout quand même qu'on a en France, donc si on peut conserver encore cet atout-là tant mieux quoi, mais effectivement on est parti pour un petit peu réduire ça de manière importante, hein, ça m'étonnerait. Ça fait plusieurs années qu'on dit, putain c'est quand même incroyable qu'on arrive encore à maintenir ça en France, quoi. Il y a bien un moment ils vont nous supprimer. Hein. Mais bon, effectivement c'est peut-être moins pire que si le Front National vient en pouvoir, ça c'est sûr. C'est un peu la suite de
20 ans, les moments qui vous ont marqué en particulier ou, Bon, il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein, tu parles d'événements historiques ou politiques? Ouais, voilà. Ouais, bah, il y en a eu plein, la chute de Berlin, les attentats du 11 septembre, quoi qu'on en dise, on en parle pas de ces attentats-là, mais ça reste quand même le truc spectaculaire qui arrive en vrai, on va dire, c'était pas du cinéma, quoi. C'est clair. Ouais, ça a changé radicalement aussi la place du monde, la géopolitique mondiale, si on vient faire la guerre aux islamistes, on revient avec les islamistes un peu partout en Afrique subsaharienne et puis même au Maghreb, ça vient un peu les nouveaux nazis, moi je dirais comme ça, les nouveaux nazis, ces gens-là qui sont intolérants, c'est soit avec eux, soit ils. Donc en France, on a aussi la politique, elle a bien changé, on a quand même une droitisation de la société, même si on peut dire que la France est toujours été un pays de droite. Là, c'est encore plus que jamais, ça l'est encore plus que jamais, et surtout que ça devient même d'extrême droite. Et Rabiot, pour l'instant, elle a réussi son pari, c'est de dédiaboliser son parti, de dire à monsieur tout le monde, venez voter pour nous, n'ayez crainte. Et les nazis, de manière, ils ont toujours besoin de respectabilité avant de venir te chercher chez toi à 6h du matin. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Là. C'est clair. C'est clair. Donc du coup, justement, vos textes sont quand même très clairs vis-à-vis de vos engagements, de différentes choses qui peuvent vous révolter, vous donner envie de vous enrager. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une lutte qui se détache parmi les autres sur laquelle vous avez plus envie de vous investir, de mettre l'accent dessus ou Ouais, je crois que ça, si tu veux, les sujets qu'on aborde depuis presque 20 ans sont malheureusement tous d'actualité, c'est ça qui est quand même vraiment dommage. Il y a des choses en France, par exemple, c'est vrai que on peut considérer que une partie de la population a quand même pris un peu conscience de l'écologie. C'est même un petit peu mondial, si tu veux, voilà. C'est le seul sujet qu'on traite depuis pas mal de temps qui va un petit peu mieux. Non pas forcément dans les faits, mais déjà je pense que le fait qu'il y ait eu cette prise de conscience, ça va forcément générer des générations futures qui auront cette conscience verte un petit peu, quoi. Je vois nos enfants, tout ça, voilà. Et donc ça risque d'aller un petit peu mieux. Un problème par contre qui revient et qui avait pas disparu, c'est sûr, mais qui avait un petit peu régressé, c'est justement le racisme. On parlait de ça tout à l'heure. Quand on a commencé tout début des années 90. Donc on était sur la fin des années 80 où là il y avait vraiment, notamment en France, vraiment beaucoup de problèmes de racisme. Et puis on se souvient notamment des morceaux des Berus, tu vois, porcherie qui avaient été faits parce que déjà à l'époque ils avaient peur que le Front National fasse un gros score. Ensuite, c'est un petit peu tombé en désuétude quasiment, tu vois, et nous on s'était dit à ce moment-là, peut-être qu'on peut aussi lever le pied sur ces morceaux-là, en disant, si ça tombe un petit peu tout seul, on n'en parle plus trop, tu vois, vaut mieux les laisser un peu dans un coin. Bon bah là, avec le grand retour justement du Front National, mais c'est pareil dans toute l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a quand même une montée du racisme partout dans le monde, d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Europe. Donc là, effectivement, on a remis le couvert sur des morceaux, tu vois, et notamment il y a 2 morceaux sur l'album, qui traitent du racisme d'une manière un petit peu différente. À l'époque, le premier 45 tours, il y avait un morceau qui s'appelait Anti-Nazi, donc c'était assez clair. Aujourd'hui, il y a plus une histoire, un des morceaux, c'est une histoire d'amour justement entre un petit marocain et puis une fille blanche. Voilà, c'est une façon un petit peu plus subtile, je sais pas si ça veut dire, mais plus rigolote de traiter du sujet. Mais effectivement, c'est un sujet qui aujourd'hui nous tient un peu plus à cœur parce qu'on se rend compte que le problème est en train de revenir de manière en pleine gueule. Ouais, puis même l'extrême droite aujourd'hui avec le fait que le Front National fasse des gros scores, le fait qu'il y ait une crise sociale et économique, le fait que aussi que l'Europe ça marche pas des masses pour l'instant, on est vraiment au début et ça marchera peut-être dans 50 ans mais pour l'instant c'est pas ça. Et ben, il y a un espèce de repli communautaire des gens qui fait que maintenant le facho il revient en force, déjà avec des manifs pour tous. On est quand même le seul pays qui a fait voter la loi sur le mariage homosexuel et qu'un an, voire 1 an et demi encore après, il y a encore des pauvres connards qui viennent manifester le dimanche dans les rues. Ça c'est incroyable. Bon, c'est toute cette montée-là qui s'explique quand même, qui je pense va nous faire agir. Parce que maintenant, les fachos en France, ils se cachent plus. Quoi. Oui, c'est ça. On voit défiler dans la rue, puis même des trucs, on entend des discours, même qu'on n'avait plus entendu depuis les années 30 ou 40 en France. Ça commence à quand même un peu. Il y a des sentiments, en tout cas, l'aspect moral de la lutte contre les racistes a complètement disparu. Les combats sur ce plan-là. Notamment dans l'économie, par exemple, c'est flippant. Si on s'en sort pas économiquement, ça va être de pire en pire. Parce que ce genre de parti va monter de plus en plus, et puis puis les gens seront aigris, donc ils iront voter pour ces combats, croyant qu'ils vont les sauver, alors que c'est plutôt l'inverse qui va se passer.
Axel soit donc sur Radio Prod. Est-ce que ça change dans votre démarche, le fait d'être dans un label indépendant? Est-ce que ça fait intégralement partie de votre démarche musicale? Ça vous donne quelle liberté? Comment vous le ressentez dans votre création? Le label, ils l'avons monté. Hein. Donc, si tu veux, au tout départ du groupe, justement, comme on commençait après tous ces groupes alternaux, c'est eux qui nous ont véhiculé ces idées d'indépendance, je dirais. Et le fait de le faire do it yourself, c'est vraiment eux qui nous ont donné envie de faire ça comme ça. Donc, quand on a commencé, dès le départ, on s'est dit, on va pas tout faire nous-mêmes. On a donc monté toutes les structures qui n'étaient pas des structures, c'était rien, c'était des petits assos, c'était même pas des assos d'ailleurs au départ. Et en fait, avec le temps, ça s'est développé, on a tissé des toiles d'araignée qui sont devenues de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec tous les petits cailloux qu'on a mis les uns avec les autres, avoir un petit bloc qui est un peu costaud sur lequel on peut compter, qui peut compter sur nous aussi, tu vois, c'est pas unilatéral. Et ça change quoi? Ça change que tous les groupes qui avaient été développés à grands coups de bifton, à grands coups de, si tu veux, de promotion nationale ou internationale, une bonne partie de ces groupes-là se sont fait jeter comme des vieilles chaussettes au moment où toutes ces boîtes multinationales se sont rendues compte que c'était plus rentable. Et dans l'eau, il y a des potes à nous, c'est pas forcément les groupes, voilà, il y en a qui ont un petit peu, effectivement, accepté de jouer le jeu avec les grosses boîtes. Bon, il y en a plein qui sont aujourd'hui sur par terre, tu vois, parce que ces structures-là, elles ont rien à foutre des groupes indés. Donc les groupes indés, tant que ça marchait un petit peu, que ça générait de l'argent, ça les intéressait. Mais sinon, ils sont plus moyens. Or, nous, notre petite structure, effectivement, ça a été long de mettre en place. Ça a été en fait compliqué de faire la promotion du groupe parce que, tu vois, sans argent, il faut des idées. Mais tout ce qu'on a monté, par contre, c'est costaud et c'est solide. Et aujourd'hui, si le groupe en est là, c'est sûrement parce que voilà, cette petite structure, elle a grossi en même temps que le groupe. Et par contre, c'est costaud. Évidemment, on risque pas de s'auto-laisser tomber, c'est pas possible. Si c'est possible, mais ça va être compliqué quand même. Il faut même une petite marge, ouais, c'est clair. Demain, vous serez à Cholet. Début janvier, j'ai vu que vous avez une. C'est beau, Cholet. C'est beau, Cholet. C'est beau. Ah oui, pardon. C'est dégueulasse en fait, Cholet de beau. Après, si vous voulez en Allemagne, c'est ça? Ouais. En fait, ça se passe souvent pour un groupe comme vous quand vous allez à l'étranger comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment d'être perçu de la même manière que vous êtes perçu? Est-ce que finalement cette musique qui prend le dessus par rapport justement au texte qui ont du sens, hein, enfin, je parle en mon nom, mais autant d'autres personnes qui cherchent aussi des textes, c'est pas pour dire que c'est comment ça se passe? Est-ce que c'est pas du tout la même pas du tout la même approche? Ou est-ce que finalement ça ne change pas grand-chose? Globalement, c'est à peu près la même chose qu'on vient de voir, parce que si en France on a un public assez éclectique, c'est sûr que les pays anglophones, par exemple, il y a longtemps on a fait l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, et l'Irlande du Nord aussi. C'est sûr que là-bas, c'est sûr qu'il y a une musique qui percute plutôt que le discours. Tous les pays qui sont non francophones, ouais. forcément les gens ne peuvent ils comprennent à peu près l'univers du groupe parce qu'ils voient avec l'imagerie maintenant, internet, tu sais à peu près dans quel univers est le groupe. Évidemment, ils comprennent pas les paroles, donc c'est quand même complètement différent. Parce qu'en France, il y a des gens qui sont plus attelés à ce qu'on raconte qu'à la musique qu'on fait, même si c'est lié. Évidemment, quand on va jouer à l'étranger, c'est pas possible. Donc c'est vraiment la musique, le côté musique qui prime. Et même nous, dans la façon de faire le spectacle, c'est différent parce qu'on sait que c'est la musique qui est importante. Après, je crois qu'il y a quand même un truc qu'il faut dire et pas s'en cacher, c'est que le fait de chanter en français, c'est pas un inconvénient parce que finalement, ça donne un côté exotique au groupe. Et là, tu parlais de concerts à l'étranger. Bon, par exemple à Londres, c'est marrant, soit ça les a. Finalement, ça les fait marrer de voir un groupe qui chante en français parce que tout le monde chante en anglais. Mais si tu vas c'est leur langue natale quand même. Il faut quand même comprendre qu'il y a les trois quarts des groupes français qui chantent en anglais, ils le font mal, ou ceux qui le font pas trop mal, c'est un côté scolaire, et tu vois dans le style de musique qu'on fait nous, les mecs ils vont écrire, souvent les anglophones nous disent ouais c'est marrant de voir les groupes français parce que finalement ce qu'ils écrivent c'est beaucoup trop scolaire. Si tu chantes une musique énervée, tu dois avoir un langage de rue que tu n'as pas si tu n'habites pas dans ces pays-là, tu vois, enfin, donc si tu penses pas en langue. Voilà. Clairement. Donc c'est pas du tout un inconvénient de chanter en français, quoi. Voilà, ça nous donne une petite touche différente. Et souvent les groupes même étrangers avec qui on joue, que ce soit anglais, américain, ou autre chose, ils aiment bien parce qu'ils disent tiens c'est quoi ce groupe là, c'est marrant, tiens, ça change, ça change, c'est un petit peu original.
En plus, on peut raconter n'importe quoi quand on est dans ces pays-là. Donc, on se raconte des blagues entre les morceaux, on change les paroles, on rigole. Personne cadre, donc, ouais, Du coup, est-ce qu'il y a un public que vous aimez en particulier, genre, je sais pas, vous privilégiez les festivals, les concerts dans certains cadres? Les jeunes UMP. Les qui vous accueillent bien en fait, j'imagine. Ah ouais, Les jeunes UMP, vraiment. Il y a tout le monde d'avoir depuis les Verbondais, quoi. les petits colvés. Il y a des batailles des fois de pulls en laine. Ils font tourner les pulls en laine, c'est trash, hein. Depuis le jacquard, Des échappes Burberry qui flottent dans l'air et tout, c'est incroyable. Les cravates aussi. De temps en temps. Non, il n'y a pas de. On aime bien jouer partout, on dit souvent, on a fait un DVD l'année dernière, on montre ça dans le DVD, c'était important pour nous de montrer qu'on jouait sur les très gros festivals, on a fait les Vieilles Charrues, on a fait le Hellfest pour dire que la France, mais on fait ça dans d'autres festivals comme ça dans d'autres pays, c'est les gros festoches. Et on fait des bars aussi, des cafés-concerts, et c'est notre culture, nous on vient de là. Je disais tout à l'heure, voilà, on a commencé comment? On a commencé en faisant des squats, on a commencé en faisant des cafés-concerts, donc évidemment, on va pas faire que des cafés-concerts, parce que c'est du groupe, fait qu'on joue dans des grandes salles aussi, dans des festivals, mais on aime bien continuer à en faire, c'est important, et tu vois, tu as souvent autant de plaisir, voire même des fois plus de plaisir à jouer dans une petite salle de 200 où il fait hyper chaud, où le public est juste devant toi, à ton contact, qu'un gros festival où les gens sont très très loin, derrière des crash barrières, parce que finalement on a du mal à sentir le public. Alors c'est vrai qu'il y a des moments incroyables aussi dans les festivals, et notamment cette année on a fait le Hellfest, c'était complètement dingue, parce que là c'est la quantité de personnes, c'est-à-dire que tu mets, quand le festoche, l'endroit où tu joues, c'est plein, craqué, et que 10 000 personnes se mettent à gueuler en même temps, bah, là tu as des sensations incroyables aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces sensations-là, qui sont grisantes pour nous. Voilà, ressentir les gens dans une petite salle, c'est aussi grisant qu'un gros festival. Donc on aime vraiment jouer partout. Ce qui est important, c'est qu'il y a un échange avec le public, c'est ça qui nous touche le plus, tout simplement. Bon, et puis c'est la fin de cette interview, mais ça paraissait difficile de faire une interview avec vous sans évoquer Schultz. Donc voilà, je voudrais juste vous demander un mot pour Schultz. Est-ce que vous avez envie d'en dire? C'est un grand pote et frangin qui est parti le mois de septembre, et puis voilà. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est clair. Ça nous a fait, voilà, on est tous tombés des nues, surtout que je veux dire, c'est quelqu'un qui a brûlé la vie par les deux bouts, mais dernièrement il faisait un peu plus gaffe, et puis nous-mêmes on trouvait qu'il allait mieux, qu'il était plus en forme. On l'a tous connu avec des baisses de forme à des moments, notamment nous, quand on a fait des tournées du bal, on se rendait compte que des fois il était plus au top, si tu veux, et puis ce qui est dégueulasse, c'est que la mort le fauche, à un moment où on avait tous l'impression qu'il allait mieux, et ça nous a tous fait évidemment un gros coup. Donc on s'est dit que on ferait au moins une année en faisant un petit morceau hommage à chaque fois, bien sûr, sur les concerts, ce qu'on va faire d'ailleurs ce soir aussi. On a monté donc ce week-end hommage avec 2 dates et peut-être une 3e au mois de mars, avec tous les bénéfices reversés à sa famille, et puis aussi un peu aux autres membres de Para qui sont les plus à plaindre, parce que nous finalement on perd un pote, tu vois, c'est dur, mais les 3 autres membres du groupe et les techniciens, enfin toute l'équipe, tu vois, qui partaient tous les week-ends sur la route ensemble, eux ils meurent vraiment, quoi. Donc on a l'occasion de les revoir de temps en temps, et on les a revus la semaine dernière, et c'est vrai qu'ils nous racontent que c'est vraiment pas facile pour eux non plus, quoi. Donc voilà, mais ça fait partie de la vie, hein. Il y a des gens qui vivent des choses plus dures que ça, enfin voilà, c'est triste, bon c'est... on n'a pas le choix, si on avait pu choisir de faire autrement, on aurait fait autrement, mais là mais il n'est pas mort dans nos cœurs. c'est ce qu'on se dit, on se dit pendant les... pendant un bon moment, et puis on se dit, pendant les concerts, il y a peut-être un truc qui vole au-dessus de nous, là, qui doit bien rigoler à nous voir tous serrés comme des sardines dans les salles de concert, à faire un morceau en hommage pour lui, et des gens qui lèvent le poing, et puis... il y a eu un engouement incroyable, c'est-à-dire que c'est triste de se rendre compte que c'est quand la personne meurt que tout le monde vient d'un coup, si tu veux, amener sa petite pierre à l'édifice, et puis montrer qu'ils sont touchés aussi par le décès. Malheureusement, lui, il n'a pas pu jauger ça, c'est tous les gens qui sont autour qui se rendent compte que c'était un mec qui était vraiment apprécié de tout le monde, quoi. C'est comme ça. Disons, t'aurais pu finir sur une question plus positive, tu vas nous taper dans la merde. Juste avant le concert, désolé. Bon, ce sera ma faute. Ok, écoutez, merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci. Et voilà. J'espère que le micro il était là. Hein? Ouais. Oh, ça va être une interview bruyante. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Ils adorent l'UMP, mais qu'est-ce qu'il a raconté à ce point-là?
Les jeunes, Quoi, il buvait plus de Jacquard? Un jour dans un concert, il s'est fait voler son écharpe Barberis, mais tu lui racontes ça, il est complètement con, tu vois.